remets la visioconférence. Tout va bien se passer. Ouais. Let's go. Voilà. Est-ce que vous voyez maintenant la présentation donc, Ouais. de l'écran? C'est bon. C'est bon? C'est bon. Voilà, je suis vraiment désolé pour l'attente et pour tout ça, mais ça a été assez compliqué de trouver ce qu'il fallait. Donc, on va commencer donc, directement. Donc, si jamais vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à envoyer donc, par message votre question ou le fait que vous voulez poser une question. On activera alors à ce moment-là le micro de tout le monde. Donc voilà. Alors, au niveau de la formation, donc de la séance d'information donc d'aujourd'hui sur l'isolation d'un van, nous, notre partie, on va principalement présenter un petit peu les techniques, les moyens de pouvoir plus ou moins isoler et avoir donc quelque chose de relativement confortable et pratique pour cette utilisation qu'est le van, que ce soit pour y vivre ou pour juste partir en voyage. Nous n'allons Moi, je ne vais pas trop m'occuper de tout ce qui est vie et des petites astuces pratiques et autres parce que ben, voilà, c'est pas trop mon domaine. Mais nous avons avec nous donc le van migrateur, donc Laurent, qui est là, qui va pouvoir interagir et répondre à vos questions à la fin aussi Ça par sert à une rapport à partie du ça. van migrateur. Ouais. Je suis tout seul. Pardon? Je suis tout seul, mais je représente le van migrateur aujourd'hui. Voilà. Il Mais manque t'es le tout pote. seul. Voilà. Donc, le, donc le van migrateur qui est avec nous a déjà pas mal d'expérience dans le domaine avec bah, leur propre van, hein, excuse-moi si je me trompe, et aussi avec l'aide de plusieurs personnes avec qui vous avez partagé ces expériences-là. Et donc, Nous, on fait un retour d'expérience sur l'isolation écologique, ce qui va pas ou ce qui va moins bien et ce qui peut être amélioré en fait. Et vu que ça fait 5 ans qu'on vit en fourgon et qu'on a écrit un e-book sur le sujet, qu'on a un blog sur le sujet de l'aménagement de fourgon, on a pas mal de retours sur ce qui découle de l'isolation écologique en van. Donc c'est pour ça qu'après, en seconde partie, j'essaierai de répondre à vos questions si vous en avez. Si vous en avez, excusez-moi. ok. Donc ici, on va quand même aller rentrer un petit peu dans le sujet. Donc nous, à part en association avec le Van Migrateur, donc nous sommes une société belge, donc excusez-moi pour l'accent, mais de matériaux de construction écologique. On vend principalement effectivement beaucoup d'isolants, comme vous allez le voir, et d'autres produits de grosses œuvres et de finition qui sert principalement, je vais bien vous l'avouer, plutôt au bâtiment qu'au van, mais ça fonctionne aussi. Voilà un peu ce qu'on fait et voilà un petit peu notre parcours et nos idéaux, nos valeurs. Donc voilà, c'est pas, faut savoir qu'on existe depuis un peu plus de 30 ans on est maintenant pas mal développé avec pas mal de franchises belges et françaises. Donc c'est assez intéressant. Vous pouvez nous retrouver aussi donc en France. On a aussi en partenariat, si vous voulez trouver des marchandises écologiques, en partenariat avec les magasins Nature et Développement qui sont un peu partout en France et qui permettraient donc de se fournir en matériaux écologiques. Vous avez donc ici les trois valeurs qui sont indiquées d'Ecobati, qui sont l'écologie, la qualité et le service. Alors, ces trois valeurs sont importantes pour nous parce que ce sont celles de base, ce sont les premières valeurs et ce sont celles qui nous ont permis d'être ici et de pouvoir vous proposer donc des solutions pour l'isolation, les finitions et ainsi de suite. Ça va? Donc, au niveau écologie, forcément, on pense matière première 100% naturel ou autre, mais pas toujours en fait. On doit aussi réfléchir aux matières qui sont donc non polluants, que ce soit au niveau de la fabrication, du transport,
du recyclage et ainsi de suite, que ce soit pour les gens qui posent ou pour les gens qui y vivent. Donc ça reste très intéressant pour nous de vérifier un petit peu tout- toute l'historique du produit avant qu'il arrive chez nous et qu'il arrive chez vous. Donc ensuite, donc avant d'accepter un produit chez nous, on a d'abord une recherche importante sur tous ces domaines qui nous permettrait donc de vous proposer quelque chose de, de qualitatif dans ce sens-là. La qualité, ben, il ne faut pas négliger non plus tout ce qui est performance, durabilité et adaptation. Le, tout ce qui est performance va être donné plutôt par l'expérience qu'on a dans le temps. Il ne faut pas oublier que tout ce qui est produit plus classique, issu des matériaux pétrochimiques et autres, n'existe que depuis 40 à 80 ans. Il n'y a pas une énorme histoire derrière. Et contrairement à des isolants comme le liège, le chanvre, la paille, qui sont des isolants qui sont utilisés depuis des siècles et qui sont performants et qui sont donc durables également par leur qualité de durée de vie. Au niveau du service, par contre, ça c'est par exemple ce qu'on est en train de faire là en fait partie. Donc au niveau du service qu'on propose, donc des conseils en magasin, mais aussi par visioconférence, on fait des formations sur place pour des enduits. On a des technico-commerciaux qui peuvent se déplacer. Alors maintenant, je sais que vous êtes un peu loin pour qu'on puisse le permettre, mais voilà, vous pouvez aller voir sur notre site, on a pas mal de visioconférences qui pourraient être intéressantes aussi et qui font donc partie de ce qu'on appelle le conseil chez nous et qui permettrait d'être plus efficace pour vous au niveau de votre projet. Parce que c'est notre but. Alors, avant de se demander comment ou avec quoi on va isoler le van, le but de tout, c'est de savoir pourquoi on isole. C'est qu'il faut savoir que de base, cette question est principalement utilisée pour des maisons, des habitations, et donc on va se demander ben, qu'est-ce qu'on y gagne. Ben, l'isolation ben, des toits, du mur, des sols et des châssis, ben, forcément, va apporter une économie d'énergie, un confort aussi bien en été qu'en hiver. On va pouvoir avoir une meilleure acoustique aussi. Donc tout ça, ce sont des performances supplémentaires qui permettent d'avoir une sensation de confort, une économie d'énergie qui va être intéressant aussi bien pour le portefeuille que pour les sensations personnelles. Alors, maintenant, contrairement à l'isolation d'une maison, dans un van, c'est un petit peu différent parce que ben, on est quand même fortement limité, que ce soit par l'épaisseur, les matières utilisées et l'utilisation qu'on en fait. Ici, le van, ce qui va vraiment compter avant l'économie d'énergie, c'est plutôt le confort thermique, acoustique et hydrométrique. Et donc, pour avoir vraiment pour éviter d'avoir une surchauffe, par exemple, en été, d'avoir euh, quelque chose qui soit un peu cru en hiver et une sensation un peu fort humide, ou qu'on ait toujours des variations d'humidité très fortes au fur et à mesure qu'on y passe du temps à l'intérieur ou pas. Donc, tout ça est important de faire. C'est ce qui va faire en sorte qu'on voudra isoler un van. Ok, il n'y a pas vraiment de nécessité. Si c'est pour gagner de l'énergie ou des sous vis-à-vis de ça, ça ne sert pas à grand-chose parce que vous n'allez pas gagner grand-chose. C'est vraiment plutôt une sensation de confort. Et maintenant, les points importants. euh, Quand on fait ce genre de choses, il faut faire attention forcément au poids total de l'ensemble parce que vous avez un véhicule qui doit toujours pouvoir rouler, qui doit pouvoir passer les contrôles techniques. Et donc, on ne peut pas non plus surcharger en poids, en masse, votre véhicule, sinon il ne passera plus le contrôle technique, alors il ne vous servira plus à rien. Euh, Au niveau des matériaux écologiques par rapport aux matériaux plus classiques, ce qui va différencier, c'est vraiment plutôt une qualité de, de rapport entre la densité, régulation hydrométrique et d'absorption de CO2 et tout ça qui va faire que les matériaux écologiques vont être très intéressantes dans le sens où les matériaux plus classiques, comme par exemple la laine de verre ou la laine de roche que tout le monde peut connaître,
Au niveau masse, bah, il y en a qui sont relativement très faibles et d'autres un peu plus importantes. Mais même les plus importantes ne vont pas apporter énormément en régulation hydrométrique ou même euh, ni même aucune régulation hydrométrique parce que c'est pas dans leur fonction. Les matériaux qu'on va utiliser, par exemple, qu'on pourra utiliser après donc en matériaux classiques, qui vont être très intéressants contrairement à d'autres, il va y avoir le liège, le chanvre et la jute. Ces trois produits sont vraiment très intéressants parce qu'ils sont tous les trois très très résistants à l'humidité, dont le liège qui est même imputrescible. Maintenant, ils vont réguler un petit peu l'hydrométrie de votre vanne, donc ils vont empêcher une surcharge d'humidité quand vous y êtes un peu trop longtemps. Et puis quand vous allez sortir pour faire autre chose, ben l'isolant va vraiment pouvoir restituer et donc stabiliser, on va dire, l'hydrométrie intérieure de votre vanne. Ce qui est quand même important parce qu'il faut savoir que dès qu'on est en dessous de 40% ou au-dessus de 60% d'humidité, tout de suite la sensation d'inconfort devient très très importante. Il ne faut pas oublier que ben, votre van, ça reste une boîte de conserve métallique où absolument rien ne sort. Hein. C'est pour ça qu'il ne faut pas oublier de ventiler ou de faire une trappe avec un genre de Velux de toit. Hein. Vous avez donc, comme j'expliquais, donc le liège qui existe sous différentes formes. Plaques rigides, des granulés en vrac, des rouleaux aussi de 2 à 8 mm, ou alors on peut le projeter aussi. Alors, on verra un petit peu après comment on utilise ces produits, mais ici vous avez un petit peu un résumé des différents isolants qu'on va utiliser et leur historique. Ça va. Par rapport à cette DIA, si jamais donc elle vous intéresse, n'hésitez pas à me les demander donc par mail. Je pourrais toujours vous les renvoyer. Comme ça, vous n'êtes pas obligé de tout réécrire là maintenant sur place. Et donc ça, je pourrais vous envoyer sans problème dès que ce sera fini. Donc le chanvre existe sous panneau souple ou en bloc chaud chanvre, mais ça vous intéresse pas trop pour le van parce que ça c'est vraiment typiquement pour une maison classique. On peut l'utiliser en vrac aussi. Et la jute, c'est en vrac ou en rouleau. Alors ici, ce sera plutôt en vrac qui va nous intéresser. On verra après donc pourquoi. Alors, avant de se lancer dans l'isolation pure, il faut d'abord bien réfléchir à comment vous allez le faire, à quelle est votre situation, votre van à quoi il ressemble, quelle structure il a, quel espace vous avez, quel aménagement vous allez faire aussi, parce que c'est très important de tout prévoir quand même, parce qu'en fonction de ça, ben, vous allez pouvoir faire certaines choses et pas d'autres. Donc, plus vous allez prévoir en amont et réfléchir donc à l'avance, plus facile ce sera de le faire, de faire l'isolation et autres. C'est pas parce que c'est petit qu'on peut se lancer rapidement et sans réflexion. Ça va? C'est justement là qu'il faut bien réfléchir à tout ce qu'on va faire et comment on va le faire. Alors, ici, on va commencer par quelques infos par rapport à la différente possibilité de pouvoir isoler un van. La première chose qu'il faut savoir, c'est que il faut couper le pont thermique. C'est le plus important. C'est-à-dire que votre tôle métallique est en contact direct avec le froid ou le chaud, donc hiver ou été, et donc le métal en lui-même transmet la température extrêmement vite. Donc, s'il fait chaud dehors, ben, votre métal va chauffer l'intérieur et donc vous aurez une température très forte à l'intérieur tout de suite. Elle va même la conserver. Et en hiver, il va faire froid très vite aussi. Donc, couper le point thermique de votre structure métallique va être pour moi même l'aspect le plus important. Donc, il y a plusieurs techniques, il y a franchement pas mal de techniques différentes. Maintenant, moi, je vais vous en proposer deux ici qui se font avec des produits que j'ai
proposé juste avant. Donc, si on utilise la première technique ici, côté gauche, donc on va avant tout remplir les creux. Donc les armatures métalliques ont pas mal de creux et d'alvéoles dans laquelle on va pouvoir remplir. Et là, alors, il y a différents produits. Donc, il y a la jute en vrac, le chanvre qui existe aussi en vrac. Maintenant, sincèrement, d'un point de vue tenue et facilité, la jute a un avantage parce elle a la forme d'une filasse un petit peu. Euh, donc, on peut soit le mettre dans des toutes petits interstices ou également dans des plus grandes crevasses. Ça va permettre de se tenir plus facilement que la chaîne vote qui est plus un espèce de paillage et donc qu'on peut mettre dans des petits creux, mais dès qu'il y a un gros trou, il va finir par foutre le camp si on ne ferme pas avec un tape ou quelque chose d'équivalent. Donc, on remplit les creux des armatures. Pourquoi? Parce que entre ces creux, on aura beau isoler autour, ces creux vont faire pont thermique assez fortement. Et donc, ça va permettre quand même de ne pas perdre d'espace à ce niveau-là, parce que sinon, on devrait réisoler devant ces armatures. Et on perd quand même déjà assez d'espace comme ça. Ça permet de trouver une solution donc assez intéressante pour l'espace de vie après. En deuxième point, donc ici on a coupé le pont thermique des armatures. En deuxième point, il faut couper le pont thermique de toutes les parois planes. Là, on a également plusieurs solutions possibles. Ici, vous avez donc les granulés de liège projetés. Donc ici, ils ont protégé tout ce qui est vitrage et ainsi de suite. Et ils ont projeté directement sur la tôle métallique donc du liège qui se met avec un pistolet qui est mis sur compresseur. Et ça permet vraiment d'avoir une solution extrêmement efficace, mais qui malheureusement a un coût relativement élevé. Il faut savoir un seau pour faire 17 mètres carrés va vous coûter en moyenne entre 250 et 300 euros euh, pour, pour cette solution-ci. Il faut savoir qu'il faut également faire 2 couches hein, de ce produit-là. Alors, ça, c'est, comme j'ai dit, la solution la plus efficace, mais la plus onéreuse. Après, vous avez la deuxième solution qui serait donc de prendre une association donc dalles de liège rigides en 1 cm ou 2 cm qu'on pourrait venir, comme ici, en morceau par morceau, coller sur les surfaces planes pour couper un maximum ceci. Vous pouvez aussi également utiliser les lièges en rouleau, et ça, j'ai une photo plus loin que je pourrais vous montrer, qui pourrait également faire le pourtour, parce qu'il suivrait donc la courbe des des différentes formes que le van peut avoir. Hein. Comme j'ai dit, c'est une armature métallique, il y a pas mal de courbes, et donc le rouleau peut être intéressant aussi pour ici appliquer dessus et suivre les formes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre, que ce soit par... alors attendez, parce que je ne sais pas pourquoi tout n'est pas apparu. Voilà, alors Jean-Marc Ledent. Je suis désolé, mais ça ne s'est pas apparu. Tout. Alors, j'essaie de remettre votre micro. Ouais, voilà, je pense Ah voilà. qu'il est activé. Je pose mes questions maintenant? Oui, allez-y, allez-y. Je sais pas si je vois que vous l'avez envoyé le message il y a déjà 10 minutes, Ouais, mais ouais, ouais. C'était pour signaler que j'avais 2 questions. Les 2 questions que j'ai, c'est est-ce que vous conseillez l'utilisation d'un frein vapeur ou d'un pare-vapeur? Et la deuxième, c'est vous parlez des plaques de chanvre ici. Il y a aussi des plaques de biofibre trio qui ouais. apparemment seraient un peu plus efficaces pour isoler de la chaleur. Comme j'ai projeté du liège qui isole plutôt du froid, est-ce qu'il vaut mieux utiliser un biofibre trio que le chanvre ou Mais c'est... je vais en parler effectivement. Donc en fait, vous avez différentes possibilités. Après, le frein vapeur, ça, j'y viendrai juste après parce que c'est un point assez important, effectivement. Mais ça, j'en discute juste après et ça répondra à votre question. Et par contre, pour l'isolant, on utilise principalement le chanvre, nous,
Alors, on vend du trio, hein, mais Mmh. d'un point de vue écologique, le trio, on a des petits soucis avec le lin et le coton, parce que d'origine, alors oui, c'est de la récupération, mais d'origine, le coton qui est utilisé est récupéré au Bangladesh, donc fabriqué dans des pays, voilà. Maintenant, sincèrement, l'avantage du trio par rapport au chanvre, c'est que son lambda est un tout petit peu meilleur. Par contre, il est un peu plus léger. Il fait 30 kg du mètre cube, contrairement au chanvre qui est à 40 kg du mètre cube. OK. Ce qui, d'un point de vue acoustique, va pas être très très différent. Mais voilà, si vous voulez un petit plus en déphasage ou en acoustique, le chanvre est un peu meilleur. OK, merci. Ça va? Donc ça, c'est plus un choix de savoir vers quel confort vous voulez aller, quoi. Ouais. OK, merci. Ça va? Ouais. Ok. Donc, ici, je reprends. Donc, comme on voit sur la photo du milieu, ici, par exemple, je parlais du liège en rouleau sur les parois courbes, enfin sur les zones courbes des parois. Ben, ici, c'est ce qu'ils ont fait, hein. Donc, ils ont tapissé après avoir fait les isolants et tout. Ils ont mis un isolant courbe sur les parois pour vraiment épouser la forme et couper un maximum le pont thermique. Alors, je ne dis pas que tout sera parfait, c'est pas possible. On reste dans un van, on reste dans une situation très, 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 très particulière avec des difficultés assez complexes. Mais voilà, le but, c'est vraiment d'essayer un maximum de couper ce pont thermique pour éviter d'avoir des soucis par après, quoi. Donc ici, une fois qu'on a coupé le pont thermique, que ce soit en projetant du liège sur les parois, en remplissant les armatures avec de la jute ou du chanvre en vrac ou de la laine de mouton, parce qu'il existe là aussi la laine de mouton, euh, et en isolant avec du liège sur les parois planes, en liège rigide, ben, il va falloir un petit peu penser à faire un matelas isolant un peu plus épais. Ici, on va partir sur le minimum, c'est 45 mm d'épaisseur. Et donc, il y a plusieurs possibilités. On peut les appliquer soit directement, si les armatures vous le permettent, comme ici, bah, les insérer dedans et les faire tenir comme ça. Si jamais vos armatures, la photo précédente, si je ne me trompe pas, les armatures n'avaient pas ces petites ailettes qui permettaient de faire tenir le chanvre ou étaient fort arrondies ou peu profondes. Alors dans ce cas-là, il faut plutôt prévoir une légère armature en bois qui va permettre de maintenir les isolants euh, le plus possible, quoi. Et puis aussi pour pouvoir ne serait-ce que tenir votre finition par-dessus, ça reste important aussi de pouvoir, ça dépend si votre meuble, vous allez le faire porter sur la paroi ou si vous le faites porter au sol, ben, c'est pas tout à fait la même structure qu'on va devoir utiliser. Ça va? Donc, que ce soit pour les parois ou le plafond, ben, le principe est plutôt le même. Il y en a aussi qui utilisent du thé, par exemple ici, il a juste utilisé pour céder, mais j'en connais qui n'ont pas du tout utilisé de latte et qui n'ont fait que TP l'isolant pour le maintenir le temps de mettre la finition. Et aucun souci non plus, ça dépend de l'épaisseur que vous avez et que vous pouvez vous permettre de perdre, hein. Il n'y a pas de système ou de technique absolue. Comme je l'ai dit, on est dans une situation très particulière. Chaque van est différent. Donc, chaque technique que vous allez utiliser va dépendre un petit peu de votre situation. Maintenant, il faut trouver des astuces, effectivement, pour faire tenir et faire en sorte que ça soit assez pratique et faisable. Donc ça, c'était pour les parois. Pour les parois, donc on a plusieurs possibilités. Par contre, pour le sol, euh, vraiment en fonction de l'épaisseur de ce que vous voulez faire ou exactement ou de la paroi, enfin du sol qui existe, parce que des fois vous avez déjà un panneau de bois qui a la forme et tout ça et vous voulez pas l'enlever parce qu'il est déjà vissé et ainsi de suite. Ben, tout ça va dépendre de ce que vous allez faire après. Donc, de nouveau, le plus important, c'est de couper le pont thermique. Donc, la solution la plus fine, c'est ici au milieu, c'est des rouleaux de liège qui sont simplement collés. Alors, soit
on leur fait épouser la forme de la tôle. Ou soit on peut directement le mettre sur un panneau de bois si vous avez déjà un panneau de bois qui est mis. Des fois c'est du contreplaqué, des fois c'est de l'OSB. Enfin voilà, il y a différentes situations. Des fois du panneau marin aussi qui sont utilisés. Et donc la solution la plus fine, c'est les rouleaux de liège en 2, 4, 6 ou 8 mm qui pourraient donc être utilisés pour couper le pont thermique. Ça va. Vous avez une solution un peu plus épaisse et un peu plus lourde qui, à mon sens, moi, je trouve un petit peu trop, qui n'est intéressante que dans les vannes qui sont vraiment très grands, parce qu'on peut se permettre de perdre en épaisseur, on peut se permettre de rajouter du poids. C'est de faire une structure bois, d'isoler avec des panneaux. Vous avez différents panneaux, hein, chanvre, Biofil Trio, Biofil Boîte. Vous avez pas mal de solutions différentes, hein, paille de riz, fibre de bois et d'autres choses, sur lesquelles on va mettre donc un panneau USB pour la portance. Maintenant, sincèrement, je trouve que cette solution rajoute quand même beaucoup de poids. Euh, ça demande quand même pas mal de chipotage avec la structure bois. Et, et au niveau coupure thermique, bah, on a quand même les structures bois qui sont quand même un petit peu pont thermique. Il n'y a pas beaucoup d'épaisseur d'isolant déjà, donc le fait de faire un pont entre le métal, le bois et puis l'OSB, bah, c'est pas la solution la plus efficace, je dirais, pour couper le pont thermique de votre sol de vanne. Euh, Par contre, ben, on a une épaisseur d'isolant général plus importante. Donc peut-être au niveau sensation générale, un meilleur confort, mais peut-être avec plus de risques par après, au point de vue de l'humidité. Vous avez la solution ici, qui est aussi faisable. Donc par exemple, on se retrouve sur la tôle directement, qui, j'imagine, vous avez tous vu le fond d'un van qui est fortement ondulé et qui donc doit être, pour moi, ici on a d'abord rempli ces ondulations avec des granulés de liège de récupération ici, hein. Ce sont des granulés de liège de récupération de bouchons de vin qui sont donc vendus en sac de 100 litres et qui sont simplement à déverser. On tire, on étire par rapport à ceci. Alors, bien sûr, vous avez l'extérieur où vous n'avez aucun rebord où les granulés pourraient s'enfuir. Là, je vous conseille de coller une petite latte de bois ou un liège isolant sur tout le pourtour pour empêcher ces granules de se faire la malle, tout simplement, hein, de rester dans le van. Et après, ben, là-dessus, poser sur les armatures, on vient poser le liège rigide en l'épaisseur que vous voulez. Alors, 1 cm, ce sera trop fin, ça va s'abîmer trop vite. Plutôt en minimum 2 cm. Et puis, il existe en 3, 4 ou 5 mètres. De nouveau, il faut mettre le moins de poids possible et on perd le moins d'espace aussi. Donc, en général, on met plutôt du 2, voire du 3 quand on a pas mal d'épaisseur disponible. De hauteur disponible. Et après, ben, sur le liège, on peut mettre une finition de type flottante par-dessus, soit directement, soit si vous devez porter des meubles, alors là, on doit revenir sur un panneau en bois pour pouvoir fixer donc, vos meubles. Donc ça, c'est pour le sol. Que dire d'autre? Voilà, donc un petit résumé. Vous avez une coupure thermique assez fine, qui va dire le minimum, on va dire ça comme ça. Ici, c'est un bon rapport isolant, coupure thermique et facilité de pose. Là, on est sur quelque chose d'un peu plus complexe, avec une isolation un peu plus importante, avec des ponts thermiques peut-être un peu plus risqués pour moi, mais avec un sol qui est beaucoup plus plat au final, hein, et une résistance plus importante aussi. Alors, on vient un petit peu au point
ici, donc, on a un petit peu isolé donc, le van, que ce soit au niveau des parois, du plafond et du sol. Euh, on- on- Pendant tout un temps, pendant même pas mal de temps, on conseillait assez fortement l'utilisation d'un frein de vapeur. Parce qu'en fait, d'un point de vue théorique, un frein de vapeur hygrovariable, donc hygrovariable, c'est quoi? Ça veut dire que le frein de vapeur permet de réguler un petit peu l'hydrométrie également. Ça veut dire qu'avec le changement de pression qu'il y a dans l'isolant, il va plus ou moins s'ouvrir à la vapeur et se fermer à la vapeur. Donc ça veut dire que quand il va faire très froid, il va se fermer très fort. Donc il va empêcher la vapeur de le traverser. Et quand il va faire plus chaud, ben, il va s'ouvrir et il va permettre à la vapeur donc de s'évacuer. Et donc, en théorie, euh, le frein de vapeur hygrovariable, pour éviter toutes sortes de problèmes d'humidité dans les isolants et tout ça, aurait été une solution vraiment assez intéressante. Parce que, ben, comme j'ai dit, on est dans une boîte, c'est une boîte de conserve qui est assez peu aérée. Donc, c'est vrai. Après, ça dépend du type de vanne, mais il y en a qui sont obligés d'ouvrir pratiquement tout le temps. D'autres, il y a allez, les fenêtres de toit qui permettent d'avoir une trappe et de pouvoir ventiler quand même. Il y en a qui mettent des extracteurs d'humidité. Voilà, il y a pas mal de solutions possibles, mais quand on n'a pas tout ça, ben, le fait de mettre un frein de vapeur, ça pouvait éviter d'avoir de la condensation entre l'isolant et la paroi métallique quand on n'avait pas pu mettre les isolants comme il faut au niveau des coupures thermiques. Maintenant, ça c'est de la théorie parce qu'en fait ça ne fonctionne vraiment parfaitement bien que quand le frein à vapeur est parfaitement mis en fait. Il faut que le frein à vapeur soit parfaitement tendu, il faut qu'il soit parfaitement collé, il faut qu'il soit parfaitement fixé, que toutes les ouvertures que vous avez comme vos portes ou autres soient parfaitement jointes. Bref, tout ça dans un van, c'est extrêmement, extrêmement compliqué, ce qui fait que c'est pratiquement impossible. Et ça, ben, c'est grâce par exemple, au retour qu'on pourrait avoir avec le van migrateur, par exemple, qui avec ses années d'expérience, ben, s'est rendu compte qu'au final, on avait plus de problèmes qui se concentraient dans les endroits où le frein à vapeur n'était pas bien mis que quand on n'en mettait pas du tout, en fait. Parce que au niveau de la vie, et ça, voilà, moi, je suis pas, comme j'ai dit, je suis pas spécialiste là-dedans, mais la vie, quand on est dans un van, est relativement étroite. Donc, en règle générale, on a tendance quand même à pas mal l'ouvrir. C'est une bonne journée alors. Alors, on a tendance à pas mal ouvrir les parois et autres, donc à vivre un petit peu en semi-intérieur, semi-extérieur. Et donc, à ce niveau-là, ben, l'aération du van se fait quand même relativement facilement. La seule problématique, c'est quand on doit y dormir, parce que là, forcément, on va fermer, euh, surtout en hiver. J'ai envie de vous dire, on va pas dormir quand même les portes ouvertes. Euh, mais dans ce cas-là, alors euh, peut-être que Laurent a des solutions et il vous en proposera aussi. Donc, conclusion, voilà, nous, on ne le conseille plus trop pour ce genre de situation et de raisonnement. Maintenant, à vous, dans votre âme et conscience, de vous dire, ben, moi, mon van, il est parfaitement carré, ça va être relativement très facile à appliquer. Alors oui, sinon, à partir du moment où il y a énormément de courbures, de complications, d'ouverture et autres, bah, sincèrement, bah, moi je vous le déconseille, quoi, tout simplement. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? OK. Vis-à-vis donc du frein de vapeur, je ne sais pas si vous avez d'autres questions par rapport à ça. Non, merci pour votre réponse, c'est clair. OK, OK, très bien. Donc,
pour reprendre un petit peu, oui, alors je vois qu'il y a une question. Juste d'avoir compris à quel endroit doivent poser les plaques de liège ou le champ, ils se superposent sur la surface plane ou ils viennent sur des surfaces différentes. Alors, donc, je vais relire un peu plus clairement. Donc, quelqu'un demande s'il n'est pas sûr d'avoir compris à quel endroit doit-on poser les plaques de liège ou le chanvre. Il demande s'ils se superposent sur la surface plane ou s'ils viennent sur des surfaces différentes. Alors, je vais revenir en arrière, si je sais revenir en arrière exactement, sur les photos. Donc, vous avez ici, en premier lieu, quand on coupe, donc si on ne va pas projeter du liège sur sa paroi, on va essayer de coller des plaques de liège en 2 cm, en 1 cm, ça dépend de l'épaisseur que vous pouvez mettre. On va coller sur toute la surface plane, ok, pour couper le pot thermique de cette paroi métallique. Après, par-dessus, en recouvrant donc le liège, on va venir essayer d'insérer du chanvre, du biofilm trio ou un autre isolant, sincèrement au niveau voilà, isolation, au niveau rapport qualité-prix. Le chanvre ou le trio, ça dépend un petit peu du fournisseur que vous avez chez vous, mais les deux fonctionneront vraiment très bien. Euh, nous, on préfère quand même un petit peu plus le chanvre. Comme je vous ai dit, bah, une question de complexe interne, c'est-à-dire que le trio est composé de chanvre, de coton et de lin. Il faut savoir que le lin peut quand même avoir des petits problèmes à l'humidité et que si donc vous n'avez pas l'occasion de pouvoir aérer votre vanne suffisamment ou autre, ben vous risquez quand même quelques petits soucis avec cet isolant. Maintenant, ça dépend un petit peu de l'aération que vous avez, quoi. Mais voilà, le chanvre, lui, par contre, régule très très bien l'hydrométrie euh, de l'air ambiant. Donc, cet isolant qui est sous forme de plaque souple, semi-rigide, lui va se mettre entre les structures métalliques par-dessus le liège ou entre les structures bois, toujours par-dessus le liège. Donc on va vraiment recouvrir avec une double isolation fine pour couper le pont thermique et isoler. C'est-à-dire que le chanvre, lui, c'est vraiment son but, c'est d'isoler acoustiquement, d'isoler thermiquement, de faire un déphasage. Donc le déphasage, c'est ce qui va permettre en été de ne pas avoir une surchauffe de votre vanne. Mais le liège, lui, va couper le pont thermique, principalement. Alors pourquoi est-ce qu'on ne fait pas tout en liège? Parce que le liège a quand même un poids relativement élevé et que donc on doit l'utiliser quand même avec parcimonie, dans le sens où en densité, on va dire, en densité générale, on est plutôt sur 180-200 kg du mètre cube pour le liège que pour le chanvre, on est à 40 kg du mètre cube. Donc, on utilise le liège pour couper le pont thermique parce que c'est imputrescible et que ça se colle relativement facilement sur les parois ou que ça peut se projeter. Et après, par-dessus, on vient finir l'isolation avec du chanvre parce que c'est une régulation hydrométrique très importante, une efficacité acoustique également intéressante, un déphasage et une isolation thermique vraiment, vraiment euh, très bien aussi, en tout cas pour les sensations qu'on veut donner. Comme je le redis, le but, c'est pas d'isoler pour faire un gain énergétique, c'est purement d'avoir une sensation de confort euh, vraiment allez, beaucoup plus forte que si on n'avait rien, qui est vraiment quand on n'a rien du tout. Je ne sais pas si vous avez déjà dormi dans votre van sans isolation. Ben, je peux vous dire que ben, moi, j'ai dormi en caravane sans isolation. Je peux vous dire que c'est vraiment pas confortable. Mais le but de rajouter ce confort, c'est vraiment intéressant, que ce soit pour y vivre H24 ou pour les voyages de vacances, hein, hiver comme été. Donc, maintenant que je ne sais pas si vous avez d'autres questions sur l'isolation. Oui, j'ai une petite question, s'il vous plaît. Oui. Pour poser les plaques de liège, vous préconisez l'utilisation d'une colle high-tack, Oui. si j'ai bien vu. Je voulais savoir de quoi elle était faite, parce qu'on parle de produits écologiques, biosourcés. Du coup, je ne connais pas Ouais. du tout cette colle. Alors, c'est une colle polymère
donc qui n'est pas d'origine naturelle, mais qui par contre, non, voilà. Après, il y a des fournisseurs, forcément, il en existe dans le classique, qui ont des cols polymères avec énormément de solvants, isocyanates et ainsi de suite. Notre colle high-tech est plutôt saine, dans le sens où elle n'a pas d'émanation, elle n'a pas de solvant ou de formaldéhyde ajouté, ce qui fait que certes, c'est pas un produit naturel parce que le problème, c'est que c'est pour coller, pour coller sur du métal. En plus, c'est un métal qui va énormément bouger, énormément vibrer, hein, au fur et à mesure des routes que vous allez prendre. Il faut une colle qui soit relativement très très souple, très très forte et qui porte quand même relativement beaucoup de poids. Et donc, on est obligé de partir sur ce type de colle polymère. Donc, notre solution, c'est cette colle-là qui est vraiment très intéressante car pas nocive. D'accord. Et vous la vendez? On peut la trouver sur votre site? On peut la trouver sur notre site, tout à fait. On la vend, que ce soit sur notre site ou vous pouvez faire la demande directement par mail. Dès que vous avez une idée, par exemple, des quantités que vous avez besoin ou autre, plutôt que de passer par le site, vous pouvez passer directement par mail. Par mois même, hein, je peux vous envoyer des devis, il n'y a aucun souci. Si vous voulez, à la fin, je vous communique mon adresse mail. Je peux même l'indiquer ici dans le chat, comme ça vous l'avez. Si jamais vous avez besoin d'un devis de, des DIA aussi, que je vous envoie les DIA ou autres, n'hésitez pas à me recontacter. Moi, je réponds à cette adresse mail-là. Comme ça, vous pouvez avoir plus facilement ce qu'il vous faut et le plus rapidement possible, quoi. Ok, merci. Ça va? Excusez-moi, moi j'ai une question. Oui. Oui. Alors, je ne sais pas si j'ai tout compris, mais on ne peut pas imaginer une solution avec juste du liège projeté? Alors, on peut imaginer une solution juste en coupure thermique, hein. Il n'y a pas trop de soucis avec ça. Maintenant, au niveau pur confort, vous n'allez pas avoir une, euh, une, euh, une sensation hyper développée de confort. C'est-à-dire que oui, il y aura une coupure thermique, où vous aurez peut-être moins les parois peut-être un petit peu moins froides, mais que ce soit pour l'acoustique, le déphasage, donc le déphasage, je rappelle, c'est en été quand il fait très chaud pour ralentir la propagation de la chaleur à l'intérieur, euh, ou en hiver avec le froid, ben ça va être relativement, ça va relativement vite passer, quoi. Donc, euh, Donc, en fait, il faut liège projeté et après rajouter du panneau de chanvre, si j'ai bien compris. alors, le mieux au niveau confort, effectivement, c'est de rajouter au moins 45 mm Mm. de chanvre d'isolation, qui de toute façon va être caché par la finition. Ici, je suis sur une dia où il y a pas mal de finitions visibles qui sont principalement faites en bois, bois peint ou autre. Alors, pourquoi en bois ou en lambris? Parce qu'en fait, c'est ce qui va plus le suivre les formes des parois et des, et des arrondis. Et aussi parce que si on le fait par exemple en granulate, on risque quand même pas mal de fissures au niveau des jonctions et autres, avec les trajets tout simplement, hein, les dodanes, les bosses, les trous, et ainsi de suite. Les vibrations font faire que vous allez avoir pas mal de fissures dans votre finition, et donc pas forcément très beau. Le bois, ça restera quand même très chaleureux. On peut le peindre en blanc si on veut, euh, pour avoir plus d'espace. Donc, voilà. Donc, de toute façon, votre isolant, je vais vous montrer un petit peu la paroi. De toute façon, votre finition, elle va suivre les parois métalliques ou les structures bois que vous allez ajouter. Donc, de toute façon, vous allez avoir un vide que vous pouvez autant utiliser pour remplir et isoler euh, pour avoir un meilleur confort, quoi. Ça marche. Et ça marche. Et j'ai une deuxième question, et après, Oui. comment on isole la cabine de conduite? Alors là, c'est vraiment très particulier parce que vous avez des cabines fermées.
Vous avez des cabines ouvertes, vous avez des cabines ouvertes avec un siège sur 360. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vous avez le siège conducteur qui peut se retourner et qui sert de salon, de fauteuil pour aller à une table derrière. C'est extrêmement compliqué. C'est-à-dire que là où c'est le plus facile, c'est si votre cabine est fermée. Alors là, on reprend cette photo-ci. Dans le fond, vous avez la cabine qui est fermée. Ben, on isole cette paroi-là et c'est relativement très simple comparé aux autres solutions. Les cabines ouvertes, sincèrement, il n'y a pas énormément de solutions. Je dirais qu'il n'y en a même pas du tout. Ouais. Je vois que quelqu'un essaie de demander de lever la main. J'essaie d'ouvrir votre micro. Euh, euh, Monsieur Pierrick, c'est ça? Alors attendez, hein, voilà, vous avez Non, ouvert votre micro? c'est une erreur, c'est une erreur. Ah ok, pas de souci. Pas de souci. Donc je disais, voilà, ce genre de paroi est relativement simple à couper le pot thermique, à isoler. On va dire toujours le mot relatif, hein, le mot relativement, parce que ben, ça ne l'est jamais dans ce genre de situation. Mais par contre, une fois qu'on a une cabine ouverte, ben, on ne sait pas faire grand-chose parce que vos portières seront jamais parfaitement étanches, seront jamais parfaitement isolées, seront jamais parfaitement si. Euh, Comme je vous ai dit, un van, ce n'est pas parfait. Le but, c'est d'avoir une sensation de confort dans la zone de vie Mhm. et de faire au mieux, quoi. Ok, ça marche. Merci. Ça va? Donc voilà, pour l'isolation, je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions. Euh, non? Ok. Alors, comment... Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous Je me entends, oui. suis OK, je me suis inscrite par téléphone, mais après, bon, j'ai entendu parler du toit, des murs, je suis arrivée en cours, mais c'est parce que je ne vois pas quelqu'un qui a apporté le fait des jouets dans la porte, en fait. Donc les rebords de porte, d'avoir évité la pluie qui coule, qui rentre ou quoi. Est-ce qu'il y a pour les vannes des solutions d'isolation? Bon, mettre un rideau par l'intérieur, par exemple, près de la porte, ça peut être à mon avis utile. Mais est-ce qu'il y a des choses au niveau des calpets, des bords ou des choses comme ça qui peuvent se mettre près des jouets, faire une cassure Oui, d'entrée oui, d'air? oui, on a dans ce cas-ci des petits mousses. On utilise souvent des petits mousses pour tout ce qui est étanchéité de châssis et autres dans une maison classique. Donc ici, on a, ou OK, pour l'acoustique aussi, ça fonctionne très bien, mais ça permettrait de calfeutrer. C'est des petits mousses aussi, avec, qui sont rectangles, qui ne sont pas très, très épais ni très larges, et qui ont une surface collante. Donc, on pourrait OK, ajouter. Vous avez aussi la possibilité d'avoir des mousses plus spécifiques qui, elles, se gonflent. C'est des rouleaux, hein, c'est pas de la mousse projetée, hein, c'est des rouleaux de mousse oui, 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 qui, elles, se gonflent et qui prennent la forme et qui à chaque fois que vous fermez votre vanne, va reprendre la forme, quoi. Donc là, qui d'accord. vont, qui vont, par exemple, de 5 à 10 mm, par exemple. Ils font 5 mm écrasés, mais dès qu'ils ont l'espace, ils se gonflent jusqu'à 10. D'accord. Et ça, Ecobati, là aussi, sur Oui, commande ou de stock, c'est oui, oui, OK, on peut vous proposer, ces produits-là, tout à fait. Donc, d'accord. Et ça s'appelle plus ou moins comment ou comment est-ce que je ne vois pas moyen, je ne sais pas si la vidéoconférence sera après enregistrée ou quoi pour revoir, alors, mais elle est pour noter. enregistrée tout à fait. OK, Elle est enregistrée. S'il faut, je peux vous la renvoyer, comme je peux vous envoyer les DIA. OK. Maintenant, les mousses sont pas, enfin, ces mousses-là sont pas dans les DIA. Et C'est pour avoir un nom, c'est pour savoir de quoi oui, on oui, oui. parle. Donc, en fait, il y a deux solutions. Il y a le Panther mousse qui est, OK, je vais regarder, voir si j'ai pas de quoi vous montrer ici. Euh, non, j'ai pas accès à ça. Donc, les panthères mousses qui, eux, par contre, ont leur forme.
Donc ils peuvent être écrasés, mais ils ont leur forme, ils ne vont pas se gonfler. Ils font 10 mm de large sur 8 mm d'épaisseur et il y a une surface qui est collante. Vous avez les autres mousses qui, eux, alors attendez que je me souvienne, qui sont de chez Proclima, qui sont plus spécifiques et qui eux vont gonfler voilà, en Proclima. différentes épaisseurs, quoi. Maintenant, tout à l'heure, je sais pas, vous êtes par téléphone, c'est ça? Oui, je n'ai Oui. pas suivi ça. Vous pouvez, si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, envoyez-moi un mail, je peux vous donner mon adresse mail et je vous renverrai alors plus facilement les fiches techniques à ce moment-là par mail. Vous avez de quoi noter? Ok. Merci. Oui, oui, oui. Donc moi, mon mail, c'est conseil@ecobati.be. Ok, parfait, merci. Ça va? Oui. Donc voilà, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions par rapport à l'isolation du van. Donc, s'il n'y a plus de questions, Pierre-François, c'est ça? Oui. Je ne sais pas si t'es... Attends. Je sais pas ce que je peux ajouter là-dessus s'il n'y a pas de questions. Le fait est que même si on isole bien son van, l'aération c'est aussi important parce que même si on se fait un bunker au niveau de l'isolation, d'aérer c'est primordial. Quand on cuisine, quand on se douche, même s'il fait froid en hiver, pas hésiter à aérer tous les matins, le midi, le soir, un peu avant de se coucher et tout, parce qu'il faut qu'il y ait l'hygrométrie, faut qu'elle varie en fait. Donc le fait est d'être bien isolé, même s'il y a une aération au niveau de la porte et au niveau du plafond, parfois le fait est de ne pas ouvrir du tout, ça ne suffit pas. Là, je parle pour les gens qui vivent à l'année. Pour ceux qui ne vivent pas à l'année, lors de l'hivernage du fourgon, bien penser aussi à aller l'aérer une fois par semaine ou des trucs comme ça. Pareil pour que l'humidité ne se forme pas et tout, parce que même si l'isolation est bien faite, vu que c'est vraiment un bunker, c'est quelque chose, une boîte de conserve, comme tu l'as dit Thomas, il faut bien penser aussi à venir aérer souvent ça. En complément aussi, nous on sait qu'à l'année, en vivant en van, même si on aère souvent, quand on cuisine, quand on se douche, etc., pas oublier aussi peut-être en complément d'ajouter un extracteur d'humidité. Ça peut toujours servir, excusez-moi, surtout en cabine avant, parce que souvent, vu que la cabine avant n'est pas isolée, l'humidité vient de cet endroit-là. Donc, qu'il y ait une paroi séparatrice ou pas, ça peut être quelque chose d'intéressant. Et pour rebondir aussi sur le frein vapeur, tout à l'heure, ce que tu as dit Thomas, le fait est de sa non-efficacité en van, c'est que si on le pose vraiment pas comme il faut, de manière 100% hermétique, c'est que toute l'humidité en fait elle va ruisseler au même endroit. Donc par exemple en général on fait des trous pour les fenêtres, pour les prises P17, vous voyez les prises où on se plug au camping, bah, dans toutes ces zones-là, il suffit qu'il y ait un tout petit trou dans le scotch qu'on a mis pour reboucher son trou par rapport au frein vapeur, et bah, toute l'eau elle va couler là en fait. C'est pour ça que avec Ecobati et nous avec les gens qu'on a vus et qui vivent en van, on a vu que dès lors qu'on fait un petit trou quelque part, toute l'eau ira au même endroit et à terme, ça peut provoquer de la rouille. C'est pour ça que maintenant, on déconseille vivement l'utilisation du frein vapeur parce qu'il faudrait vraiment qu'il n'y ait aucun trou, que ça soit vraiment emprisonné partout pour que ça soit, on va dire, à 100% efficace. Et on n'en est même pas encore sûr tellement que les variations de température sont énormes en fourgon. Entre, par exemple, si on fait un voyage en Norvège en hiver où il fait moins 15 et on va en été, je ne sais pas, au Maroc et il fait 40, dans ces, on va dire, dans ces écarts de température, on n'est même pas sûr que le frein vapeur fasse bien le boulot. Et nous, c'est ce qu'on a vu dans le temps, hein. On a un petit peu ouvert le frein vapeur et voir ce qui s'était passé autour des ouvertures qu'on avait fait. Et on voyait bah, la formation de flaques d'eau même et un petit peu de rouille qui se crée. C'est tout ce que j'avais à rajouter là-dessus. Et ouais, la dernière chose que je veux vraiment rajouter, c'est aérer vos fourgons même si l'isolation est bien faite, tout comme il faut et tout, l'aération c'est hyper important. La ventilation et l'aération c'est hyper important, comme dans une maison. Parce que si on laisse tout enfermé, ça risque à terme de pourrir. Encore plus même, hein. Ouais. Encore plus. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à rajouter. Après, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Mais après, sur le reste, ça a été complet par rapport à l'isolation des Ok, communes très bien. en place. Je ne vois pas d'autres choses à rajouter là-dessus, moi. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions.
Donc Si on pour n'a pas ceux qui n'étaient pas là au début, Pierre-François est là pour répondre à vos questions par rapport à la vie que vous allez, aux habitudes ou aux problématiques que vous pouvez avoir en vivant dans un van. Donc voilà, n'hésitez pas par rapport à à l'isolation, le chaud, le froid. voilà, c'est ça, à ce que vous allez devoir, à quoi vous allez devoir réfléchir pour, je sais pas moi, au niveau agencement, électricité, ce genre de choses, ben, ça reste technique, tout ça, ça reste important aussi quand vous allez aménager votre van. Il faut, comme j'ai dit tout à l'heure, plus c'est réfléchi en amont et plus c'est facile après. Voilà. Après, s'il n'y a rien d'autre, Thomas, peut-être qu'on peut clôturer, c'est toi, ou si tu as quelque chose à dire pour finir. Bah, déjà, je suis désolé pour le retard. On a eu quelques soucis. Alors, moi, il faut savoir que d'habitude, je donne en présentiel mes formations. J'ai jamais fait ça par vidéoconférence. Ici, on a eu quelques soucis de son au début. Donc, voilà, merci d'être resté jusqu'au bout. Euh, J'espère avoir été, que cette vidéoconférence a été utile et que ça a répondu à vos questions et que ben, vous allez pouvoir, grâce à ça, vous lancer dans un projet qui est, je suis sûr, très intéressant. Euh, que ce soit un projet de vie ou pour améliorer vos vacances, peu importe. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. Donc, merci à vous. Et Est-ce qu'il y a voilà. moyen, une petite dernière question? Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà. Ben moi, je cherchais, j'avais aussi par rapport, c'est vraiment l'idée de van life, peut-être avec hivernage, mais en tout cas de vie. Et c'est l'importance pour moi de tout ce qui est matériaux naturels. Donc, est-ce qu'il y a des suggestions sur les peintures naturelles? J'ai vu qu'en tout cas, il y a déjà des options à Ecobati, mais aussi les shampoings d'entretien, parce que bon, les cires de voiture, on sait bien que c'est très toxique. Et puis à côté de ça, quand une surface est plus lisse, ça accumule moins euh, enfin, Voilà. ça, On- donc, on- est-ce qu'il y a dans les vraiment nettoyage aussi des conseils au niveau des produits naturels et Alors, on utilise, nous, on propose pour tout ce qui est entretien de maison, forcément des produits plus naturels à base d'huile de lin, savon noir, savon de Marseille, différentes possibilités au niveau de l'entretien des surfaces. Maintenant, ce qui compte dans un van, c'est que vous n'avez pas d'évacuation, hein, vous n'avez pas de tout à l'égout, vous n'avez pas de trucs comme ça. Donc, l'eau que vous allez devoir utiliser et rejeter, ben, vous la rejetez dans la nature. Et donc là, faites très, 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 très attention aux produits que vous utilisez. Ils doivent être ni nocifs, ils doivent même des produits, il y a des produits naturels qui peuvent être, je veux dire, dérangeants au niveau de la biodiversité, hein. Donc, faites très, très attention à ça par rapport au rejet que ça implique, hein. Parce qu'une eau sale avec un savon dedans, le savon, il a beau être naturel, s'il se désagrège pas comme il faut ou s'il est nocif pour certains animaux ou végétaux, ben, c'est quand même pas l'idéal, quoi. Donc là, faut se renseigner quand même relativement bien sur tout ce qui est recyclage de ce type de produits, hein. ok. Mais du coup, pour l'effet déperlant, est-ce que j'avais entendu, enfin pour la maison, la pierre d'argile, est-ce qu'il y a d'autres choses comme ça qui font cet effet-là? Est-ce que ça peut À être à conseillé? l'intérieur du van ou à l'extérieur du van? À l'extérieur, on va dire, pour avoir un effet déperlant sur les surfaces. Le problème, c'est que là, nous, on n'a pas vraiment de solution parce on travaille sur du métal. Alors, on a effectivement des lacs intempéries qui peuvent être placés sur du métal, qui a une résistance mécanique relativement élevée. Maintenant, sa résistance va dépendre un petit peu du nombre de kilomètres que vous allez faire à l'année, on va dire ça comme ça. Et donc, son entretien va aussi dépendre de ça. Maintenant, ce sont des peintures qui sont non pas transparentes, mais couvrantes, qui ont des couleurs et qui donc, voilà, tout dépend un petit peu de ça. Maintenant, si vous avez un van et qu'il faut rénover la carrosserie parce qu'elle commence à rouiller, alors là, il faut partir sur des peintures anti-rouille, des lacs extérieurs sur métal. Ça, c'est plus du domaine de la carrosserie que d'autres choses, quoi. Mhm. Ok. Malheureusement,
en écologie, là-dedans, on n'a pas énormément de choses parce que nous, on est plutôt dans le bâtiment. Moi, j'ai encore une question, Oui, bien sûr. mais ça ne concerne pas l'isolation, ça concerne les ouvertures. Oui. En fait, je me pose des questions parce qu'au début, je pensais mettre des fenêtres, mais j'aime bien le côté un peu discret du sans fenêtre. Et donc, j'ai pensé mettre juste une fenêtre de toit, mais je ne sais pas si ça va être assez en termes de luminosité ou pas. Alors là, ce serait plutôt pour des retours d'expérience. Ça, je n'ai pas de cloison. J'ai pas de cloison. Si vous en mettez un grand, Ouais. Ça peut le faire, hein, parce que principalement en van, la luminosité, surtout quand il fait sombre, elle va venir du toit. Le côté vraiment, c'est pour le confort, pour la vue, Mhm. et pour avoir eu plusieurs vannes et vivre en van à l'année, franchement, le puits de lumière, il vient du plafond. Donc, Ça va. ouais. Donc, soit on met quand même, si on n'a qu'un, on met un relativement grand. Mhm. Le plus grand qu'on peut avoir, c'est, on va dire, 70 par 50 cm. Parce qu'un 40-40, ça sera peut-être petit. Et Ok. ensuite, s'il y a la possibilité d'en mettre un deuxième, ça peut être bien aussi. Par exemple, un dans la zone vie, cuisine, repas, et peut-être une dans la zone couchage, peut-être pour avoir aussi un peu d'air et un peu de lumière dans Sachant cette zone-là. qu'il est quand même petit, mon. Ah, c'est un petit. Et ben Bah, alors, c'est un L1. c'est un L1. Ah oui, bah essayez de mettre un grand, de le centrer, et si ça passe entre les renforts structurels, de prendre un 70 par 50, ça serait pas mal. Ok, ça marche. Et après, attention, si c'est en vue d'une homologation VASP, il faut qu'il soit à aération permanente. D'accord. Et selon la taille du fourgon, la taille de l'aération permanente varie. D'accord. Ok, bah, je m'en renseigne. Mais a priori, je veux pas, je D'accord. pense pas le faire. Ok. Mais l'aération permanente aussi peut être bien, comme ça il y aura toujours un flux d'air qui sera diffusé dans le fourgon. Ok. Très bien, merci. De rien. Bonjour. Bonjour. Moi, Oui. j'avais une question. Ce serait pour vivre plutôt à l'année. Et je voulais savoir en hiver si l'isolation, ça suffisait ou s'il fallait rajouter un chauffage à point ou quelque chose pour le froid. Alors là, pareil, c'est par rapport au confort que vous allez vouloir avoir. Soit on met pas de chauffage et on se couvre beaucoup. Ou soit après, si on veut être vraiment comme dans une maison, on met un chauffage et après on peut tenir à 17-18 degrés, mais c'est un choix à faire. Il y a des gens qui arrivent très bien à vivre à l'année sans chauffage, mais qui se couvrent beaucoup, qui sont toujours en Oui, d'accord. chaussettes, on va dire, mais c'est, comme disait Thomas, c'est une question de confort. Ouais, après, faut savoir que même le plus grand van possible va se réchauffer relativement très vite avec une chaufferette, hein. Pas besoin d'un chauffage extrêmement puissant. Ça se réchauffe relativement vite et vous devez l'allumer que quand vous êtes là. Comme j'ai dit tout à l'heure, on n'est pas sur une isolation hyper performante parce qu'on n'a pas l'épaisseur, on n'a pas donc on est surtout dans un système de confort et la température de votre van, contrairement à une maison, va être relativement facile à moduler. C'est-à-dire que on coupe le chauffage, ça va refroidir relativement vite. On rallume le chauffage, ça va se réchauffer relativement vite. Contrairement à une maison, elle est très bien isolée, très bien fermée. On a fait l'étanchéité à l'air comme il faut, en ventilation et tout ça. Ben là, alors, quand on coupe le chauffage pendant 2 semaines, après pour remonter la température, ça prend du temps. Parce que parce qu'on doit chauffer une masse plus importante qui est très très stable. Ici, dans un van, la masse elle est faible et elle n'est pas stable. Donc, une petite chaufferette peut quand même pas mal aider et à chauffer et à allumer que quand vous en avez besoin, quoi. D'accord. Bon, bah, merci. Donc voilà, est-ce qu'il y a d'autres. Ouais, j'ai une petite question, s'il vous plaît, pour revenir sur les fenêtres. Je voulais savoir si vous avez des conseils sur comment s'en procurer à moindre coût, on va dire. Et puis, quel modèle ou quelle marque vous pourriez conseiller éventuellement? Parce que j'ai un trafic complètement tollé et j'aimerais bien y rajouter des fenêtres. Alors toutes les marques qui sont sur les sites de revente de camping-car, c'est celles qui existent. Donc il y a soit Dometic, soit Carbest, soit Farnier Pénin. Après, dans chaque marque,
toutes les marques proposent à peu près les mêmes options. Donc, soit une ouverture coulissante, soit une ouverture battante sur le haut. Donc après, les ouvertures coulissantes, on va dire, coûtent moins cher. Les ouvertures battantes coûtent plus cher. Mais les battantes, ce qui est bien, c'est que par exemple, s'il pleut, on peut ouvrir et la pluie ne rentre pas. Alors que si on met une coulissante, par exemple, il y a de la pluie et du vent, l'eau peut rentrer dans le fourgon. Après, pour faire des économies sur le coût des fenêtres, sur Internet, ça fait pratiquement les mêmes prix. Des fois, il faut carrément même peut-être passer en magasin de vente de matériel de camping-car, parce que des fois, par exemple en hiver ou en fin de saison, là, il y a des prix cassés parce qu'il y a des modèles d'exposition ou des invendus ou des retours. Donc, il ne faut pas hésiter à aller voir en magasin physique directement. C'est là qu'on peut faire beaucoup d'affaires. Mais après, sur Internet, il faut surveiller, mais tous les revendeurs pratiquement mettent les mêmes prix. Après, je sais sinon qu'il y a des gens, je ne sais pas si vous habitez en France ou en Belgique, il y a des gens qui achètent eux ça sur des sites andorrans, sur des sites en Andorre, parce que les coûts sont un peu plus bas au niveau des taxes. Mais après, par exemple, des fois, avec l'envoi, avec les frais d'envoi, ça se récupère aussi. Donc moi, je conseillerais les magasins physiques ou essayer aussi les plateformes de revente type Le Bon Coin et tout, parce que des fois, il y a des gens qui ont juste fait des erreurs de mesure, qui se sont trompés dans le choix de la fenêtre et qui en revendent, et en fait, elle est juste ouverte, mais elle n'a jamais servi. Donc, pas hésiter aussi à surveiller là-dessus, mais sinon, les magasins physiques. Ça peut être, ça peut être le bon. D'accord, merci. De rien. Et excusez-moi, mais vous n'aviez pas une question sur les douches en van? Oui, du coup, c'était moi aussi. J'avais une question. Je voulais juste de retour d'expérience sur les douches parce que j'ai un trafic en L1 aussi. Et donc, j'ai pas la place de mettre une douche dedans, mais je voulais savoir s'il y avait des retours d'expérience sur les douches solaires, d'extérieur, tout ça. Alors, pareil, soit on fait le système D avec une douche portative qu'on place sur le toit ou à l'avant qu'il y ait du soleil, ou soit, je ne sais pas si vous avez déjà vu, il existe un système de douche qu'on appelle les road showers. Donc en fait, c'est des douches qu'on peut s'en faire maison, ou sinon ça s'achète tout fait. On la met sur le côté du fourgon, en général au niveau de l'endroit où on met le store, un petit peu au-dessus de la porte latérale. Et là, en fait, dans ce tube en aluminium, on peut remplir de l'eau. Et en fait, en roulant aussi avec la chaleur du soleil ou la chaleur du soleil ou la chaleur ambiante de dehors, on peut prendre une douche. En fait, après, on vient plugger un tuyau. Il y a une petite pompe intégrée. Et ensuite, on fait de la pression et on peut se doucher. Donc, ça s'appelle une road shower. Si vous tapez road shower van aménagé, normalement, sur Google, vous allez tomber sur les trucs. Par exemple, dans une maison, on utilise aussi ce genre de système quand on met des tuyaux noirs sur les toits plats et autres pour avoir une réserve d'eau chaude permanente qui est chauffée simplement par le soleil. Donc en fait, c'est le même principe. Si vous avez la possibilité d'avoir un système que vous pouvez fabriquer vous-même, hein, c'est pas très compliqué, ou ça s'achète, effectivement, pour avoir conservé de l'eau dans ces tuyaux-là qui chauffent avec le soleil, ça peut être intéressant aussi. Après, c'est un système moins efficace en hiver. Tout à fait. Ouais. Oui, je me demandais si ça allait chauffer en hiver ou pas, justement. Ouais. Après, avec ce système de douche-là, rien n'empêche de faire chauffer de l'eau dans le van. Par exemple, casserole ou bouilloire, remplir dans son tuyau et ensuite prendre la douche. Ça, c'est aussi plus fastidieux, mais ça peut être une solution pour quand les températures sont moins clémentes. Ouais, ok. D'accord, ben merci beaucoup. Et de rien. T'en prie. Vous avez parlé tout à l'heure. Oui, je peux poser une question? Oui. Vous avez parlé d'extracteur d'humidité, c'est la première fois que j'en entends parler. Vous savez en dire un peu plus parce que vous avez dit que c'est quand il y a une cabine à l'avant non isolée, c'est intéressant de le mettre, ou le placer. Ici, c'est pour un usage surtout en été, ici, avec notre T5. Est-ce que c'est intéressant d'en mettre un dans ce cas-là? Vous savez en dire un peu plus? Non, en été, je pense que ça servira pratiquement à rien parce que en fait, ça servira très peu. Ouais, ça va servir en hiver, surtout vraiment quand le temps est humide très longtemps. Et c'est plus en hiver qu'on utilise ça, pas en été. En fait, quand on a un vrai problème d'humidité en hiver, parce que la différence de température, par exemple, il suffit que vous preniez une chaufferette à l'intérieur de votre van, vous émettez de l'humidité parce que vous cuisinez ou parce que vous avez pris une douche, l'extérieur est extrêmement froid, la différence de température fait pont thermique et ça va condenser l'humidité qui est dans votre van. Ce qui va toucher les parois va condenser très fort
Et donc là, c'est surtout un problème d'hiver. En été, les températures intérieures-extérieures, intérieure est un peu plus faible parce qu'on a le déphasage avec les produits qu'on aura utilisés que dehors. Mais donc mais comme on ouvre relativement pas mal en été, parce que le but d'un van, c'est quand même d'être en partie dehors, hein, c'est ça l'intérêt aussi, en été, de ne pas avoir ce souci d'avoir cette aération naturelle en permanence. Donc pour l'été, l'extracteur d'humidité, pour moi, n'est pas vraiment... Ouais, ça sert à rien. c'est- non, Juste aérer un petit peu la cabine avant, par exemple, en laissant entrouvertes les fenêtres, je sais pas, de 4-5 cm ouais, pendant la nuit, par c'est exemple, ça, ça peut suffire. Hein. tout à fait. Rien. Ça va? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être juste, est-ce qu'il y a des magasins qui sont suggérés en Belgique? Parce que j'ai vu beaucoup de sites sur la France. En Belgique, les magasins de fourniture pour vannes, qu'est-ce que vous conseillez? Donc, pas construction, vraiment fenêtres, ce genre de choses. Alors, il y a plusieurs... Il faut aller Joints dans de un... fenêtres. Il faut aller dans un spécialiste de tout ce qui est caravaning et van. C'est-à-dire que vous avez, par exemple, je ne connais pas le nom, mais il y en a un à Neupré, donc parce que moi ici je suis de Liège, hein, mais il y en a un à Neupré Ok. qui vend des vannes, mais qui peut aussi acheter les pièces détachées, hein, donc les fenêtres et ainsi de suite. euh, ou des toilettes sèches ou des trucs comme ça. Mais donc, il faut essayer de trouver un spécialiste caravaning, on va dire ça comme ça, dans votre région. Ok, merci. Caravane. Ça va? Oui, parfait. Donc, Merci. même s'il fait que des caravanes, hein, il aura des pièces détachées qui fonctionneront très bien pour pas mal de situations pour votre van, hein. C'est le même genre de principe, hein. Ok, mais c'est le nom plutôt cherché sur Google, caravaning, ou ce genre de Après, choses, pour tomber sur des sites je peux génériques. vite essayer de voir sur Internet si je trouve pas quelque chose. Alors, par exemple, comment est-ce qu'il s'appelle lui? Il se trouve. Alors, on est prêt. Oui, voilà, il s'appelle AJD Caravane et Motorhome. Donc, faut chercher caravane, Ok. motorhome, camping-car. Et en fait, tous ces spécialistes qui vendent ce genre de véhicules vont en général pouvoir accéder à des pièces détachées, hein. Ils ont un catalogue, Ok. en fait. Ils ont un très gros catalogue avec tous les Ouais, produits. tout à fait. Ok. Merci. Ça va? Oui, Moi, j'avais merci, une c'est autre parfait. question. Ça n'a pas trop de rapport avec l'isolation, mais on se pose beaucoup la question. On veut faire un achat de L2H2 et y vivre. Et en fait, on comprend pas trop par rapport à la VASP. Il y en a beaucoup qui disent qu'on n'est pas obligé de le passer, d'autres qui disent que c'est obligatoire. Du coup, on est un peu perdu sur la VASP. C'est si on peut avoir un retour ou Alors, quelque chose. tout dépend de l'aménagement que vous allez faire en fait. Si ça, Tout compris, on aura lit, douche, cuisine, sera pour y vivre. Donc, et ça sera une cuisine au gaz, et il y aura du chauffage, un chauffe-eau, etc. ouais, il y aura chauffe-eau c'est mon conjoint qui s'occupe de ça, mais je pense qu'il va faire au gaz, ouais. Ouais, donc il faudra obligatoirement passer du VASP. Ok. Et si potentiellement on ferait un lit toit avec toit relevable, si on fait chez un professionnel, il peut passer directement en VASP ou non, faut faire un autre. Non, alors le toit fera partie de la procédure VASP, mais après il faut valider aussi tout le reste de l'aménagement. Ah d'accord, ok. C'est la globalité qui compte. Donc il faudra le passer en VASP une fois que tous les travaux seront faits. D'accord, ok. Ok, ça marche. Merci. Voilà. Je ne sais pas si ma question a sa place ici, mais c'est vrai qu'en lisant beaucoup sur Internet, il y avait le produit que vous ne vendez évidemment pas parce qu'il n'est pas écologique, d'Armaflex.
Et c'est vrai Ouais. que j'avais entendu des personnes qui mixaient un peu l'Armaflex et le chanvre ou d'autres pour utiliser l'Armaflex au niveau du plafond parce que c'est très facile à coller, et cetera, enfin à placer. Donc je m'étais dit: «Bah, tiens, pourquoi pas mettre du chanvre dans tous les «trous» entre guillemets sur les côtés et l'Armaflex sur le toit». Mais est-ce que ça a du sens au niveau écologique? Pas du tout, j'imagine. Est-ce que vous avez déjà eu ce genre de questions? Vous Bah, Euh, au niveau technique, il n'y a pas de problème parce que ouais. on isole quand même le van, mais après, c'est juste que c'est pas une isolation 100% écologique, mais c'est quelque chose qui peut se faire, oui. Il y a des gens qui font qui utilisent cette solution. Ça se voit beaucoup, hein, ça se voit beaucoup, il y a pas de souci avec ça. Le tout, c'est de voir exactement les propriétés techniques qu'il a par rapport au déphasage et à l'acoustique que je ne connais pas personnellement. Mais le but étant comme j'ai dit au tout début, c'est d'avoir un confort. Le déphasage est important pour l'été, l'acoustique est important tout le temps parce qu'un van, ben, c'est une boîte, comme j'arrête pas de le répéter, mais c'est une boîte de conserve, donc ça résonne très fort. Et le but, c'est de casser les sons aussi. Donc voyez les fiches techniques. Si cette solution vous convient, moi, ça fonctionne. Mais faut vérifier les fiches techniques et les infos qui peuvent en ressortir quoi, par rapport à ça. Ça va? Donc voilà. Est-ce qu'il y a encore des questions? On va commencer tout doucement à clôturer. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Peut-être juste une dernière au niveau du retour d'expérience. Est-ce qu'il faut, quand on est plutôt dans les bois ou dans les parties naturelles, changer le véhicule presque tous les jours? Parce que j'ai vu que niveau législation, 24 heures, on peut rester sur une place. Si on n'est pas chez des personnes, retour d'expérience, est-ce qu'il faut bouger tous les 2-3 jours ou une semaine ou 15 jours d'un côté ou de l'autre, c'est bon? Est-ce qu'il y a... Ça dépend des endroits. Chaque endroit, après, a ses législations. Après, le but, c'est de pas trop s'installer, d'être discret. Mais Mhm. tant qu'il n'y a pas de panneau d'interdiction ou que on vous embête pas, théoriquement, vous pouvez rester. Mais après, il faut respecter le voisinage, l'environnement aux alentours. Après, si par exemple le van bouge pendant la journée et vous revenez 2-3 jours au même endroit les nuits, déjà vous ne stationnez pas tout le temps, donc il n'y a pas de souci. Mais si tout se fait discrètement et dans le respect du voisinage, normalement, on ne vous embêtera pas, il n'y a pas de problème. Après, quand je parle de Ok. respect et de discrétion, c'est de. Certes, on peut dormir dans le véhicule, vivre dans le véhicule, mais il y a des zones où c'est peut-être pas très approprié de sortir les tables, les chaises, de faire chasser son linge, etc. C'est toutes ces choses-là quand je parle de respect, quoi, d'être discret, parce qu'il y a des gens autour de chez eux, et ça se comprend, qui aiment pas qu'il y ait trop de vannes ou que les gens soient trop étalés dehors et tout. C'est du respect à avoir tout simplement. Et après, si on est discret et qu'on fait pas de vagues, il n'y a aucun souci pour moi de rester plusieurs jours au même endroit. Ok, merci. Après, j'imagine que rien ne vous empêche aussi, je ne sais pas, hein, je ne l'ai jamais fait, mais interromps-moi si je me trompe, rien ne vous empêche aussi quand vous arrivez dans une zone, si vous avez à la commune ou autre, pour vous renseigner par rapport à ce Ouais, qui se oui, fait ou ce qui se fait pas, aussi. n'hésitez pas, j'imagine que vous avez, oui, un truc pour la commune ou les touristes, enfin, je sais pas comment on appelle ça en France. À l'office du tourisme ou à la mairie. L'office du tourisme ou à la mairie, vous avez certainement possibilité d'avoir quelques réponses à vos questions. Alors peut-être pas tous, hein, ils sont peut-être pas tous au courant, mais voilà, Oui. n'hésitez pas, ils sont là aussi pour aider les gens qui viennent, hein. Donc voilà. Ok, merci. Ça va? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok, donc voilà, je vous remercie quand même tous d'avoir participé et de m'avoir écouté surtout. Et puis j'espère que tout se passera bien pour vous. N'hésitez pas à revenir vers moi ou vers Pierre-François, c'est ça? C'est ça. Si vous avez encore des questions, on est disponible que ce soit par mail
ou je sais pas comment tu travailles par, Bah, nous, il y a toutes les infos sur le blog déjà, sur ouais, par levanmigrateur.com. blog, Il y hein. a toutes les infos pour aménager son van de A à Z, l'homologuer, etc. Donc Ouais. levanmigrateur.com. On a l'e-book aussi en parallèle. Après, on a aussi la plateforme VanCamp pour aider les gens à aménager leur fourgon s'ils ont besoin d'aide, d'une aide plus poussée. Et puis après, bah, pour l'isolation, n'hésitez pas, si c'est de l'isolation écologique, à poser vos questions à Ecobati et Ouais. répondre aussi avec Donc, plaisir. n'hésitez pas, je vous ai fourni mon mail, n'hésitez pas à vous en servir, hein, et je suis là pour ça, sans aucun C'est problème. moi. Du coup, votre mail, c'est celui qui est sur la diapo. Alors, je l'avais écrit dans le Pas dans Dans la le chat. discussion, ouais. dans le chat, ouais. C'est conseil@ecobati.be. Ok. Ça va? Parfait. Donc voilà. Ben, merci à vous. Donc Merci. on va s'arrêter là. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous et bonne chance pour vos projets de van. Merci à vous. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Merci.